Merci. Encore une fois, merci à tous d'être là aujourd'hui. Alors, donc, je vais vous parler un peu d'histoire des aliments fermentés. On va remonter très loin dans la préhistoire, à l'époque où on n'était même pas des chasseurs-cueilleurs, avant d'avoir inventé les outils et les armes pour chasser. Les êtres humains étaient ce qu'on appelle des charognards opportunistes, c'est-à-dire qu'on était incapable de chasser le gros gibier, parce qu'on n'avait pas d'arc, ni de flèche, ni rien du tout. Donc la seule manière, quand on avait très faim, c'était de trouver sur le bord du chemin le cadavre d'un animal qui avait été précédemment tué par des animaux, des prédateurs, ou bien mort de mort naturelle. Donc, en fait, quand on trouvait un mammouth en Europe, une grosse bête comme ça, c'était l'assurance d'avoir un bon repas, d'avoir de la nourriture en quantité pour toute la tribu, toute la famille. Donc, le premier aliment fermenté en fait, qu'on ait consommé, c'était de la viande faisandée. On appelle ça aujourd'hui faisandée. Et ensuite, dans un deuxième temps, parce que vous allez me dire, on vient pour les végétaux, pour les légumes, pourquoi elle nous parle de la viande? Mais la première choucroute, entre guillemets, que l'être humain a consommée, mais c'est en fait parce que quand on est devenu des chasseurs-cueilleurs, quand on a abattu l'animal, la première chose qu'on mange, c'est le contenu de l'estomac de l'animal qui contient des végétaux, donc parce que c'est un herbivore en général, des végétaux déjà à moitié digérés. Et c'est ça, et en fait, ça nous dégoûte quand même un petit peu quand on pense à manger ça. Mais en fait, c'est une nourriture très nutritive. Ça apporte plein de vitamines, de nutriments intéressants. Notamment pour les peuples qui vivent très au nord. Imaginez les Inuits au Groenland ou au Canada, ou les peuples qui vivent en Sibérie. Là-bas, on ne peut pas faire pousser de choux ni de carottes, parce que le sol est gelé 12 mois sur 12 et que le climat, la température ne se prête pas du tout à la culture des légumes. Donc les hommes ont une alimentation essentiellement carnivore, essentiellement animale. Cependant, ils n'ont pas de carence en vitamine C, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils mangent le contenu de l'estomac des animaux. Et ça, c'est donc la première choucroute que l'homme ait mangée, parce que ça avait un goût acide à cause des sucs gastriques, et puis c'était déjà un petit peu fermenté, en fait. Et ensuite, on a voulu peut-être, parce qu'évidemment, tout ça, c'est des suppositions, imiter ça en mettant des végétaux dans une outre faite avec l'estomac de l'animal. Ça se retrouvait en anaérobie et ça fermentait. Ensuite, on a inventé la céramique. Ensuite, on a inventé les pôles parfaits. Donc, il y a une progression comme ça. Je vais vite. Et entre-temps, on a pu aussi tout simplement creuser des fosses dans le sol. On entasse des végétaux. Ça se fait encore dans plein de pays. On entasse des végétaux, on couvre avec des feuilles, avec une planche, des grosses pierres, et ça, pareil, ça se retrouve en anaérobie, et ça fermente. Et on a comme ça des réserves de nourriture pour la mauvaise saison, et ainsi de suite. Donc voilà, vraiment toutes premières choucroutes que l'homme ait mangées. Voilà, j'ai parlé sans passer la diapo, mais c'est la même chose. Alors, je vous ai fait une petite frise historique, parce que quand on parle de paléolithique ou du néolithique, ça mélange un peu tout ça dans sa tête. En fait, c'est vraiment des périodes de temps très anciennes, parce que le paléolithique inférieur, c'est pas à l'échelle, parce que si c'était à l'échelle, cette partie-là serait 10 mètres plus loin. Mais on n'avait pas d'écran assez grand, donc on n'a pas pu. Mais voilà, ça vous donne une idée du temps. Alors, Homo sapiens, donc ici, c'est les premiers outils. Donc, vous voyez, l'histoire des animaux qu'on trouve, c'était avant. Les premiers outils. Homo sapiens est arrivé, on ne sait pas, mais à peu près il y a 100 000 ans. Ensuite, il y a eu la glaciation qui s'est terminée il y a environ 10 000 ans. Ici, j'ai mis la peinture de Lascaux pour situer une échelle. Et la première trace archéologique d'un aliment fermenté, en fait, il s'agit de la bière, il y a entre 10 000 et 12 000 ans. Et c'était avant l'agriculture,
avant qu'on ait domestiqué les céréales. Donc on faisait de la bière avec des céréales sauvages avant d'avoir domestiqué les céréales. Le vin, c'est pareil, il est apparu un petit peu après, enfin, on ne sait pas quand il est apparu, mais on a une trace archéologique il y a environ 9000 à 10 000 ans. Et donc c'était aussi avant d'avoir domestiqué la vigne. On a fait du vin avant d'avoir domestiqué la vigne. Donc en fait, en résumé, on a inventé l'agriculture, enfin inventé c'est pas le bon mot, mais on a produit, on a domestiqué les plantes, on a fait de l'agriculture. En fait, peut-être que c'était pas pour manger, mais c'était pour boire. Ça fait toujours son petit effet quand je dis ça, mais c'est débattu chez les scientifiques, savoir si on a d'abord inventé le pain ou la terre. Ensuite, quand on a inventé la céramique il y a 6000 ans, on a pu produire d'autres choses, notamment du fromage et du pain. Ensuite, voilà. Donc, ça vous montre que ça vous donne un petit peu une échelle de temps pour ces aliments. Alors, les aliments fermentés, en tout cas, alors normalement il y a une carte en arrière-plan, mais qu'on ne voit pas ici. Donc vous avez ici l'Amérique, l'Europe, ici c'est le Moyen-Orient, la Chine, l'Indonésie, la Nouvelle-Guinée, tout ça, l'Océanie, et l'Afrique qui se trouve ici. Donc, cette carte représente les premières traces d'agriculture dans le monde. Donc c'est arrivé d'abord dans le croissant fertile il y a à peu près 11 000 ans, ensuite en Chine 9 000 ans, en Nouvelle-Guinée c'est aussi très ancien, 9 000 à 6 000 ans, et après en Amérique et en Afrique c'est venu un petit peu plus tard. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y avait déjà des aliments fermentés dans toutes ces régions du monde avant le début de l'agriculture. Alors, je vous parlais de la bière tout à l'heure, donc c'est à Göbekli Tepe qu'on a retrouvé la plus ancienne trace de bière. Donc c'est un temple à ciel ouvert qu'on a découvert et c'était sans doute des rassemblements de chasseurs-cueilleurs parce que l'agriculture n'existait pas encore. Donc des rassemblements de chasseurs-cueilleurs sans doute saisonniers qui venaient là pour fêter quelque chose, une fête, une cérémonie, quelque chose de religieux, enfin on n'en sait rien. Mais sur ce site-là, on a retrouvé des pierres à moudre et des grandes cuves d'une contenance entre 400 et 600 litres, donc c'est pas rien. On en a retrouvé plusieurs et en analysant sur l'intérieur des cuves, il y avait des résidus qu'on a analysés et il s'est avéré que ces cuves avaient servi à faire de la bière. Donc des grandes cuves de 600 litres de bière, il y avait du monde sûrement, et ça devait être quelque chose d'important pour célébrer une fête, je ne sais pas si c'était Noël, leur Noël à eux, enfin voilà. Donc ça avait une certaine importance. Alors, de la bière, alors la bière c'est pas des légumes, mais c'est quand même végétal, c'est fait avec des céréales. Alors on passe ensuite de la bière à la bouillie. Parce que quand je parle de bière, bon, on imagine aujourd'hui la bière qui mousse et qui est très très liquide et claire, mais à l'époque la bière en fait c'était une espèce de bouillie liquide, en fait c'était du pain liquide, parce que c'était quelque chose de très nutritif. C'était aussi nutritif que l'eau, mais ça se buvait à la place. Et quand vous savez qu'on parle des travailleurs des pyramides d'Égypte, ils étaient payés en bière, ils étaient rémunérés avec 4 ou 6 litres de bière par jour. Et ils buvaient ça tous les jours. Alors on se dit, mon Dieu, mais dans quel état ils devaient être? Mais en fait non, parce que c'était des bières très peu alcoolisées et très nutritives, justement, justement ça allait bien pour des travailleurs de force. Et il existe encore actuellement des survivances de ce genre de bière. Je pense à la Boza. Ici, c'est un vendeur de Boza en Turquie. Et la Boza, c'est une boisson fermentée à base de millet et qui ressemble à une bouillie très liquide. Et d'ailleurs, c'est très bon, ça a des saveurs de noisettes, c'est délicieux. C'est souvent consommé au petit déjeuner. Et c'est fait aujourd'hui en Bulgarie, en Turquie et un petit peu plus loin vers l'est jusqu'au Kazakhstan. Ça a des noms différents, mais c'est toujours le même produit. Et il y en a aussi des survivances de ça en Afrique du Nord un petit peu. Et en fait, ça occupe tout l'espace de l'ancien Empire ottoman.
voilà, géographiquement. Et cette bouillie acidifiée, donc suri-acidifiée, parce que fermentée, c'était vraiment l'aliment phare du néolithique. Au néolithique, donc au début de l'agriculture, les gens ne mangeaient pas du pain, mais mangeaient de la bouillie. Et ces bouillies, c'est pareil, il y en a des survivances. Même en Bretagne, on mangeait autrefois la bouillie d'avoine ou la bouillie de sarrasin. Et c'est des survivances de ces bouillies préhistoriques. Comme la polenta, c'est pareil. Maintenant, c'est fait avec du maïs. Mais le millas, c'était fait avec du millet. Bon, maintenant, c'est fait avec du maïs aussi. Mais c'est des survivances de ces anciennes bouillies. Alors, ensuite, on va passer de la bouillie à la soupe sûre. Les Polonais et les Roumains font des soupes au levain. Donc le levain, c'est aussi une bouillie en quelque sorte, hein, c'est une bouillie fermentée. Et ce levain donc, sert, en Pologne, c'est un levain de seigle qui est fermenté avec de l'ail et qui sert ensuite à faire une soupe. En Roumanie, le bors, c'est un levain à base de son de blé qui est fermenté. Alors ici, il y a un cube de levure parce que parfois on ajoute de la levure. Mais autrefois, c'était fermenté spontanément. C'était une fermentation complètement spontanée. Et ça sert à faire des soupes aux légumes. Donc on commence à arriver à nos légumes fermentés. Donc c'est très ancien. Et ces soupes aux légumes sont acidifiées par l'adjonction du levain. Alors on peut ajouter ici il y a des saucisses, des œufs durs, des légumes. Voilà, c'est assez varié. Il y a plein de recettes. Il y a autant de recettes que de familles en général. Et en Roumanie, cette soupe au levain s'appelle la ciorba et que vous retrouvez aussi en Afrique du Nord. Et alors en Afrique du Nord, la ciorba, elle n'est pas faite avec du levain, mais il existe aussi des soupes, je ne sais pas, peut-être que Rita connaît ça, il existe en Afrique du Nord des soupes au levain. Je pense qu'on a un harira, on fait avec une farine, on fait un truc. Oui, c'est ça. Mais anciennement, je sais pas. Enfin, voilà, c'est des choses très anciennes qui survivent encore aujourd'hui comme ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et on connaît aussi donc des soupes célèbres en Europe de l'Est, le bartsch en Pologne ou le bortsch en Ukraine. Et ce sont des soupes à base de betteraves fermentées. Mais étymologiquement, les mots bartsch, bortsch, ça vient de la berce. La berce, c'est cette plante, c'est une ombellifère qui pousse fleurit au mois de mai, juin, qui pousse partout en Europe. C'est une plante commune, une mauvaise herbe à la limite. Et donc cette herbe, elle est comestible. Toutes les parties sont comestibles, que ce soit les tiges, les feuilles, même les racines. Et autrefois, c'était cette plante qu'on utilisait pour faire des soupes. Donc on retrouve encore les herbes acides, vous voyez, de la préhistoire, et donc le bartsch et le bortsch fait à partir de la berce. Et de la berce, on est passé à la bête, et de la bête à la betterave aujourd'hui dans le bortsch. Alors, la fermentation lactique la plus connue en France, c'est la choucroute. Et la choucroute a une étymologie aussi intéressante, parce que le mot choucroute en français, ça vient de l'allemand Sauerkraut, mais c'est pas le sens. C'est une déformation phonétique, parce que chou et sauer, ça n'a rien à voir, et croûte et kraut, ça n'a rien à voir non plus. C'est juste le son qui se ressemble. Et en allemand, donc sauer, ça signifie acide. Mais sous-entendu, acide sous l'effet de la fermentation. Et kraut, ça ne signifie pas chou, parce que dans ce cas-là, ça signifie chou, mais le mot kraut est plus général. Le mot kraut veut dire herbe. Alors ça englobe à la fois les fines herbes comme la ciboulette et le persil, mais ça englobe aussi les légumes à feuilles comme les choux, les poireaux, les blettes, etc. Donc nous revenons à notre étymologie herbe acide, et ça nous ramène aux anciens chasseurs-cueilleurs qui consommaient ces herbes acidifiées dans l'estomac de l'animal, puis acidifiées par des moyens autres. Et donc il existe encore un ancêtre, je l'appelle l'ancêtre parce que c'est sans doute une méthode paléolithique qui est de creuser une fosse dans le sol et d'entasser des végétaux pour les faire fermenter. Il s'agit d'une préparation en fait en Autriche, ça se faisait aussi beaucoup en Ukraine, dans plein de pays de l'Est. En Autriche, ça s'appelle le Grubenkraut, qui signifie
littéralement chou de fosse. En Ukraine, on parle du koumst ou du komst ou du goumpost. Et le principe, c'est des choux entiers qui sont d'abord blanchis. Le blanchiment sert à les ramollir. On ne les fait pas cuire complètement, c'est pour ramollir la partie externe pour qu'on puisse les tasser et bien les incruster les uns dans les autres, vous voyez, qu'il ne reste pas de poche d'air. Et ensuite, on ne met pas de sel, donc ça montre aussi que c'est une pratique très ancienne, parce qu'on ne met pas de sel. Et donc là, la photo est prise du dessus. Et quand la fosse sera remplie jusqu'en haut, on mettra une planche avec des grosses pierres pour tasser. Le chou va se retrouver en anaérobie et il va fermenter. Alors, il existe encore en Autriche 2 ou 3 producteurs uniquement qui font le chou de manière traditionnelle comme ça. Et c'est un produit qui est labellisé Slow Food. Alors, il y a encore une étymologie intéressante à propos de ça. Vous voyez, ça c'est le chou, le goumpost ou le chou de fosse. C'est un chou entier qui est transformé en choucroute. Et ça sert à faire notamment les choux farcis, les sarmales d'Europe de l'Est. Donc, on met une farce comme c'est très très bon d'ailleurs. Donc en fait c'est la choucroute qui a donné son nom au chou et pas l'inverse. Parce que le mot komst ou kumst ou goumpost vient du latin, pardon, je me suis trompée de touche, du latin compositum. Et compositum, ça a donné aussi le compost et la compote. Alors le compost, on comprend l'histoire de la fermentation, parce que le compost c'est aussi quelque chose qui est fermenté. La compote, en fait, l'idée, c'est des choses qu'on met ensemble, qu'on entasse, et ensuite, elles se transforment. Alors, dans le cas de la compote, c'est la cuisson qui la transforme, mais dans le cas du compost, c'est bien la fermentation. Et ça a donné donc aussi ce mot kumst, komst ou goumpost, et ça a donné également le nom du chou en polonais et en russe. Kapusta, ça vient de compositum. Voilà. Donc, c'est la transformation du chou qui a donné ce nom au chou. Parce que le chou actuel, le chou paumé, n'existait pas dans l'Antiquité. C'est un chou qui a été complètement créé de toutes pièces, à partir de choux-feuilles. Mais le chou paumé, il date à peu près de 2000 ans. Avant, ça n'existait pas. Alors, sur tous les continents, il existe une immense variété de légumes fermentés, que ce soit en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Amérique, en Chine. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les pays parce qu'on y passerait des heures. En plus, il y a une grande variété de saveurs et de couleurs. C'est super intéressant et essayer de chercher les recettes du monde parce qu'il y a vraiment des merveilles partout. Et ça, c'est super à découvrir. Et demain, alors là je vais parler du passé, maintenant demain, que va-t-il se passer? Il existe aujourd'hui un paradoxe du développement, parce que dans des pays développés comme l'Europe, on délaisse un peu les techniques traditionnelles, l'agro-industrie nous a fait délaisser un peu les techniques traditionnelles, alors que dans les pays en voie de développement, c'est un petit peu le contraire. On a des techniques traditionnelles qu'on pratique, mais après, plus on se développe, plus on délaisse, et voilà. Et quand l'autosuffisance économique est atteinte, comme nous, eh ben, on revient aux techniques traditionnelles, parce qu'on a la nostalgie de ça, c'est traditionnel, on essaie de revenir. Alors, il y a une espèce une espèce de roue qui tourne, et alors revival ou perte du savoir-faire, donc c'est à nous d'agir pour que ce soit dans le sens du revival, parce que malheureusement le savoir-faire c'est un peu perdu, justement depuis l'avènement de la nourriture facile, de la nourriture de l'industrie qui est facile. C'est plus facile d'aller acheter une boîte de petits pois à l'épicerie du coin plutôt que de faire sa jarre de choucroute. Donc il y a certains savoir-faire qui se sont perdus, mais on peut encore les retrouver parce qu'il y a encore des gens qui savent. Et puis ce qui est intéressant, c'est de transmettre, voilà, pour semer des graines, semer les ferments. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, devant vous. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci.